Le billet d'euro-million était dans la poche de ma chemise, pressé contre ma poitrine comme une bombe à retardement. 90 millions d'euros. J'avais vérifié les numéros 17 fois sur 3 sites web différents avant de finalement croire que c'était réel. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine tenir mon téléphone alors que je prenais notre fille de 4 ans, Emma, dans ses bras dans sa salle de jeu. « Papa, où on va ?» demanda Emma en serrant son lapin en peluche alors que je l'attachais dans son siège auto. « Nous allons voir maman au travail, ma chérie, dis-je, essayant de garder une voix stable malgré l'adrénaline qui coulait dans mes veines. Papa a une très bonne nouvelle à lui annoncer. Je m'appelle Nathan Perrier. J'ai 34 ans et, jusqu'à ce mardi après-midi, je pensais avoir une assez bonne maîtrise de ma vie. Je travaillais comme comptable pour un cabinet de taille moyenne à Lyon, gagnant un salaire décent qui nous permettait de vivre confortablement dans notre maison de 3 chambres en banlieue, à Écully. Ma femme, Olivia, était cadre supérieur en marketing chez Brunet Solutions Numériques. Elle gagnait 2 fois plus que moi et gravissait les échelons de l'entreprise avec une ambition qui m'impressionnait autant qu'elle m'intimidait parfois. Nous étions mariés depuis 6 ans. Nous nous étions rencontrés au mariage d'un ami commun où elle avait attrapé le bouquet et où j'avais croisé son regard. Elle était belle, déterminée, toujours impeccablement habillée, même les dimanches décontractés. Parfois, je me demandais ce qu'elle trouvait à un type des chiffres comme moi. Mais elle disait toujours que je lui permettais de garder les pieds sur terre, que je la recentrais quand le travail devenait fou. Le billet de loterie avait été un achat impulsif. Je ne jouais jamais à la loterie, je pensais que c'était une perte d'argent, mais le jackpot avait atteint un record de 160 millions d'euros, et le buraliste avait plaisanté en disant qu'il fallait bien que quelqu'un gagne un jour. Alors, j'avais jeté 2,50 €, choisi 5 numéros et 2 étoiles au hasard et complètement oublié l'affaire jusqu'à ce que je voie les numéros gagnants défiler aux informations ce matin-là. Maintenant, je conduisais à travers le centre-ville de Lyon avec une somme d'argent capable de changer une vie dans ma poche et ma fille chantant des comptines sur le siège arrière, complètement inconsciente du fait que nos vies ne seraient plus jamais les mêmes. Brunet Solutions Numériques occupait les 3 derniers étages de la tour Incity, tout n'était que verre, acier et mobilier coûteux qui hurlaient le succès. J'y étais allé peut-être 5 fois au cours des 3 années où Olivia y avait travaillé, généralement pour des fêtes d'entreprise où je faisais des conversations maladroites avec ses collègues tout en essayant de ne pas renverser de vin sur les tapis blancs. Le trajet en ascenseur jusqu'au 30e étage me parut durer une éternité. Emma commençait à s'agiter, se tortillant dans mes bras et demandant quand elle pourrait voir maman. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. C'était le moment, l'instant qui allait tout changer. Plus besoin de s'inquiéter pour les mensualités du crédit immobilier ou de savoir si nous pouvions nous permettre d'envoyer Emma dans une école privée bilingue. Plus besoin de regarder Olivia stressée sur les rapports trimestriels ou manquer les dîners de famille à cause de réunions tardives. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et j'entrai dans la zone de réception de l'étage d'Olivia. L'espace était tout en minimalisme moderne, chrome, vert et art abstrait qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. La secrétaire d'Olivia, une femme nommée Stéphanie que j'avais rencontrée une poignée de fois, leva les yeux de son bureau avec surprise. « Nathan » dit-elle en se levant rapidement. Trop rapidement. Il y avait quelque chose dans son expression qui noua mon estomac. De la panique, peut-être, ou de la peur. Je ne savais pas que vous passiez aujourd'hui. Visite surprise, dis-je, essayant de paraître décontracté malgré le poids d'Emma dans mes bras et le billet de loterie qui me brûlait la poche. Est-ce qu'Olivia est là ? J'ai une nouvelle incroyable. Stéphanie se positionna entre moi et la porte du bureau d'Olivia. En fait, elle est en réunion en ce moment. Une réunion très importante. Peut-être pourriez-vous revenir plus tard ou je pourrais lui demander de vous appeler. Je fronçai les sourcils. Quelque chose dans le langage corporel de Stéphanie clochait. Elle bloquait la porte comme un videur de boîte de nuit, ses mains tripotant les papiers sur son bureau, ses yeux faisant nerveusement la navette entre moi et la porte fermée du bureau derrière elle. C'est alors que je l'entendis. Un son qui me glaça le sang. Un rire de femme, haletant et intime, suivi d'une voix masculine plus grave disant quelque chose que je ne pus distinguer. Puis le silence. Puis un autre son, indubitable dans sa signification, même à travers l'épaisse porte de bureau. Nathan, dit rapidement Stéphanie, son visage virant au rouge. Peut-être devriez-vous emmener Emma au café en bas. Je peux appeler Olivia et lui dire que vous êtes là. Mais je la dépassais déjà, Emma toujours dans mes bras, ma main s'avançant vers la poignée de la porte.
Stéphanie attrapa mon bras, essaya physiquement de m'arrêter, mais je la repoussai. Nathan, non. Supplia Stéphanie, une véritable détresse dans la voix. S'il te plaît, pense juste à Emma. Je regardais ma fille, qui observait l'échange avec des yeux confus. Pendant une fraction de seconde, j'hésitais. Puis j'entendis un autre bruit derrière cette porte, et quelque chose en moi se brisa. Je tournai la poignée. La porte était déverrouillée. La scène qui s'offrit à moi restera gravée dans ma mémoire pour le reste de ma vie. Le bureau d'Olivia était spacieux, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le panorama de Lyon et les Alpes au loin. Son bureau était poussé contre le mur du fond et, sur le canapé en cuir qui avait coûté 3 500 € d'argent de l'entreprise, ma femme était avec un autre homme. Ils étaient partiellement habillés, enlacés d'une manière qui ne laissait aucune place aux explications innocentes. Je reconnus immédiatement l'homme, Damien Hamon, le PDG de l'entreprise. Marié, père de 3 enfants. Ses photos de famille s'étalaient sur le site web de l'entreprise comme des insignes d'honneur. Le temps sembla s'arrêter. Emma fit un petit bruit confus. Damien et Olivia se séparèrent brusquement, cherchant leurs vêtements à tâtons, leur visage passant du plaisir à l'horreur en l'espace d'un battement de cœur. Nathan, haleta Olivia en refermant son chemisier avec des mains tremblantes. Oh mon Dieu, Nathan, ce n'est pas. Ce n'est pas quoi? Ma voix sortit étonnamment calme, clinique même, comme si je discutais d'un écart dans un bilan comptable au lieu de regarder mon mariage exploser en temps réel. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être? Parce qu'on dirait bien que tu couches avec ton patron. Si cette histoire résonne en vous, si vous voulez entendre comment cette situation impossible se dénoue, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces histoires réelles qui méritent d'être entendues. Maintenant, continuons. Damien enfilait sa chemise, le visage rouge, mais son expression passait déjà de la honte à la limitation des dégâts. C'était un homme qui avait bâti une entreprise de 45 millions d'euros grâce à des risques calculés et une pensée stratégique. Même pris sur le fait, il évaluait les angles d'attaque. Nathan, calmons-nous tous et discutons de cela rationnellement, dit Damien, sa voix prenant ce ton onctueux de salle de conseil. C'est une situation compliquée. Compliquée? Je répétais le mot, qui avait un goût de cendre dans ma bouche. Je me tournai vers Stéphanie qui se tenait dans l'encadrement de la porte, l'air de vouloir disparaître sous terre. Depuis combien de temps le sais-tu? Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Nathan, je suis tellement désolé. J'ai essayé de t'arrêter. Depuis combien de temps? Exigeai-je. 6 mois, chuchota-t-elle. Il se voit ici pendant les pauses déjeuner et après les heures de travail. Je suis désolé. Je voulais te le dire, mais ce n'était pas à moi de le faire. 6 mois. Une demi-année de mensonges. Une demi-année où Olivia rentrait tard de réunions de travail qui n'en étaient pas vraiment. Une demi-année où elle m'embrassait pour me dire bonne nuit avec la même bouche qu'il avait embrassée, lui. Emma commença à pleurer, sentant la tension même si elle ne la comprenait pas. Le bruit des larmes de ma fille traversa mon choc comme un couteau. Je ramène Emma à la maison, dis-je, la voix creuse. Nous parlerons de ça plus tard. Nathan, s'il te plaît, dit Olivia, maintenant entièrement habillée mais débraillée. Son maquillage avait coulé, ses cheveux étaient en désordre. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Pas ce que je pense? Dis-je lentement. Olivia, je t'ai littéralement vu avec lui. Il n'y a aucune version de la réalité où c'est autre chose que ce que c'est. Damien s'avança, essayant d'affirmer une sorte d'autorité. Nathan, je comprends que vous soyez contrarié, mais ne rendons pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Olivia et moi tenons l'un à l'autre. Ce n'est pas une aventure sans importance. Je le fixais. Cet homme qui avait tout, l'argent, le pouvoir, une famille à lui, et qui pensait apparemment mériter ma femme aussi. Vous tenez l'un à l'autre, répétai-je. Est-ce que votre femme sait à quel point vous tenez à elle? Est-ce que vos 3 enfants savent que papa tient à son employé? La mâchoire de Damien se serra. C'est ma vie privée. Plus maintenant, dis-je. J'ajustai Emma dans mes bras, son visage enfoui contre mon épaule,
son petit corps secoué de sanglots. Je vais m'assurer que tout le monde sache exactement quel genre d'homme vous êtes. Olivia m'attrapa le bras alors que je me tournais pour partir. Nathan, s'il te plaît, laisse-moi juste te parler. Donne-moi juste 5 minutes pour t'expliquer. Je regardais sa main sur mon bras, me souvenant de l'époque où ce contact me réconfortait, signifiait sécurité et foyer. Maintenant, cela me donnait juste la chair de poule. 6 ans, Olivia, dis-je doucement. 6 ans de mariage. Nous avons une fille ensemble et tu as tout jeté pour lui. Ce n'est pas si simple, dit-elle, les larmes coulant sur son visage. Tu ne comprends pas la pression que je subis, le stress de ce travail. Damien me comprend d'une manière que tu ne pourrais jamais. Les mots frappèrent comme des coups physiques. Je ne pourrais jamais te comprendre? J'ai passé 6 ans à essayer de te comprendre. À soutenir ta carrière, à m'occuper d'Emma quand tu travaillais tard, à être patient quand tu étais trop stressé pour les dîners de famille, et c'est ce que je reçois en retour? Nathan, tu es un homme bon, dit Olivia. Et d'une certaine manière, cela rendait les choses pires. Tu es stable, fiable et sûr, mais j'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de quelqu'un qui me challenge, qui opère à mon niveau. Ton niveau, répétai-je. Le billet de loterie dans ma poche sembla soudain plus lourd. J'ai failli rire de l'ironie. Je sortis de ce bureau sans un autre mot, Emma pleurant contre mon épaule, Stéphanie murmurant des excuses que je n'écoutais pas. Le trajet en ascenseur pour descendre sembla plus long que la montée. Chaque étage rappelait à quel point j'étais tombé bas en l'espace de 15 minutes. Dans le parking, j'installai Emma dans son siège auto et m'assis à la place du conducteur, fixant le vide, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Olivia. Nathan, s'il te plaît, ne fais rien d'imprudent. Nous devons parler de ça comme des adultes. Pense à Emma. Pensez à Emma. Elle couchait avec son patron depuis 6 mois, et maintenant elle voulait que je pense à Emma. Je sortis le billet de loterie et le fixai. 90 millions d'euros. Ce matin, ce morceau de papier représentait un rêve devenu réalité. Maintenant, cela ressemblait à une blague malsaine. J'avais gagné plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 3 vies, mais j'avais perdu ce que je pensais être le plus important. Ou bien était-ce le cas? Assis là dans ma voiture, les sanglots octants de ma fille se calmant progressivement à l'arrière, je commençais à penser clairement pour la première fois depuis l'ouverture de cette porte de bureau. Olivia m'avait trahi, oui, mais elle m'avait aussi montré exactement qui elle était. Et peut-être, juste peut-être, que le timing de la découverte de ces deux choses le même jour n'était pas une malédiction. Peut-être était-ce une opportunité. Je démarrai la voiture et conduisis jusqu'à la maison, mon esprit travaillant déjà sur les possibilités. Au moment où je me garais dans notre allée, j'avais pris plusieurs décisions. La première était que je ne dirais rien à Olivia à propos du billet de loterie. Pas encore. Pas tant que je n'aurais pas compris exactement à quoi j'avais affaire. La deuxième décision était que j'avais besoin d'en savoir plus. Depuis combien de temps cela durait-il vraiment? Damien était-il le seul? Quel était le but final d'Olivia? Et la troisième décision était que j'avais besoin d'aide, d'une aide professionnelle. Je couchai Emma pour une sieste, puis j'appelai mon frère aîné, Marc, qui travaillait comme détective privé à Annecy. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Il avait 7 ans de plus et avait toujours été plus instruit par la rue que par les livres. Mais si quelqu'un pouvait m'aider à naviguer dans cette situation, c'était lui. Nathan, répondit Marc à la deuxième sonnerie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as une voix bizarre. Peux-tu venir? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Tout de suite. Je suis sur une affaire. Marc, je viens de surprendre ma femme en train de me tromper avec son patron. J'ai besoin de tes services professionnels. La ligne devint silencieuse un instant. Je serai là dans 40 minutes. En attendant Marc, je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je fouillai dans les affaires d'Olivia. Son ordinateur portable était protégé par un mot de passe, mais je connaissais ces mots de passe. Elle utilisait le même pour tout, l'anniversaire d'Emma plus le nom de jeune fille de sa mère. Il me fallut 3 minutes pour accéder à ses emails. Ce que j'y trouvais me retourna l'estomac. Les emails entre Olivia et Damien remontaient à 8 mois, pas 6.
Ils avaient commencé de manière assez professionnelle. Discussions de travail, réunions stratégiques, collaboration sur des projets. Mais vers le cap des 6 mois, le ton avait changé. Damien lui avait envoyé un message tard un soir. « Je n'arrête pas de penser à notre réunion d'aujourd'hui. Tu es incroyable. » La réponse d'Olivia, « Tu n'es pas mal non plus. » Dommage qu'on ne puisse pas explorer ça correctement. Damien, qui a dit qu'on ne pouvait pas? Et à partir de là, ça avait dégénéré. Déjeuner à l'hôtel, rendez-vous l'après-midi dans son bureau, conférence le week-end qui n'était en réalité que des couvertures pour des escapades. Ils étaient allés à Paris ensemble, à Londres, à Berlin, le tout sous couvert de voyages d'affaires, tous payés par l'entreprise. Mais ce qui m'a vraiment achevé, ce furent les emails à mon sujet. Damien, as-tu pensé à ce qui se passera ensuite avec ton mari? Damien, alors, qu'est-ce qu'on fait ici, Olivia? On prend du bon temps. Tu es marié aussi, souviens-toi? Aucun de nous ne quitte sa situation pour l'instant. C'est juste pour avoir quelque chose pour nous. Je fixais cet email pendant un long moment. Nathan est utile. 6 ans de mariage, et c'est ce que j'étais devenu pour elle, un gestionnaire de ménage utile qui lui facilitait la vie pendant qu'elle poursuivait ce qu'elle voulait vraiment. Marc arriva pour me trouver assis à la table de la cuisine, l'ordinateur portable d'Olivia ouvert, mon visage montrant probablement tout ce que je ressentais. « Jésus, Nathan » dit Marc en me jetant un coup d'œil. « Tu as l'air d'un déterré. »« Ma femme me trompe depuis 8 mois, dis-je platement. Elle voyage avec lui sur son temps de travail, couche avec lui dans son bureau, et selon ses emails, je suis juste utile parce que je m'occupe d'Emma et de la maison. » Marc s'assit en face de moi, son expression se durcissant. Mon frère avait traversé son propre divorce il y a 5 ans, méchant et coûteux, et il avait une tolérance zéro pour les tricheurs. « Montre-moi tout, dit-il. » Nous passâmes les 2 heures suivantes à passer au crible la vie numérique d'Olivia. Marc était minutieux, méthodique, me montrant comment préserver les preuves, comment tout documenter. Il trouva des SMS que j'avais manqués, des photos qu'elle avait supprimées mais qui étaient toujours dans sa sauvegarde cloud, des relevés de cartes de crédit montrant des achats dans des hôtels coûteux. Ce type, Damien, dit Marc en étudiant une photo de lui sur le site web de l'entreprise. Il est pété de thunes, non? L'entreprise vaut environ 45 millions d'euros. Il gagne probablement près d'1,8 million par an. Marc siffla. Et Olivia gagne combien? 140 000 euros, environ. Donc elle vise plus haut, dit Marc. Ou elle pense le faire. Un gars comme ça, marié avec des enfants. Il ne quittera pas sa femme pour la tienne. C'est juste une question d'ego pour lui. C'est ce que les emails suggèrent, dis-je. Ils en ont parlé. Il a clairement indiqué qu'il ne divorcerait pas. Mais Olivia continue d'espérer qu'il le fera. Syndrome classique de la maîtresse, dit Marc en lisant entre les lignes. Elle pense qu'elle est spéciale, qu'elle sera celle qu'il choisira. Je me sentis malade. Qu'est-ce que je fais? Marc se pencha en arrière sur sa chaise, réfléchissant. Première chose, tu sécurises tes actifs, compte conjoint, plan d'épargne, tout ce à quoi elle a accès. Tu ouvres ton propre compte, tu transfères ta part. Fais-le aujourd'hui avant qu'elle ne réalise que tu agis contre elle. Elle rentre dans quelques heures. Ensuite, on travaille vite. Deuxième chose, tu ne lui dis pas que tu sais tout. Elle pense que tu as juste vu un moment d'égarement. Elle ne sait pas que tu as 8 mois de preuve. Laisse-la croire que tu es le mari blessé qui pourrait pardonner. Garde-la en confiance pendant que nous construisons ton dossier. Ça me semble malhonnête, dis-je, réalisant ensuite à quel point cela semblait stupide vu les circonstances. Marc sourit sombrement. Frérot, elle a jeté l'honnêteté par la fenêtre il y a des mois. Tu te protèges simplement. En parlant de ça, as-tu pensé à la garde? Emma a 4 ans. Les tribunaux français favorisent la résidence alternée. Mais avec des preuves d'infidélité et le fait qu'elle ait une liaison au travail, voyageant avec son patron au lieu d'être à la maison avec sa fille, tu as un dossier solide pour la résidence principale. Résidence principale. L'idée qu'Emma ne voit sa mère que le week-end me faisait mal. Mais l'alternative, partager le temps équitablement avec une femme qui venait de me qualifier d'utile, faisait encore plus mal. Fais-le, dis-je. Tout ce que tu as besoin de faire.
Aide-moi à protéger Emma et à me protéger moi-même. C'est ce que je voulais entendre, dit Marc. Maintenant, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Des complications? Je pensais au billet de loterie toujours dans la poche de ma chemise. 90 millions d'euros dont Olivia ignorait l'existence. De l'argent qui, si nous étions toujours mariés au moment où je le réclamerais, serait considéré comme un bien commun. Il y a une chose, dis-je lentement. Mais tu dois jurer que tu ne le diras à personne. Marc haussa un sourcil. Je suis ton frère et ton détective privé. Le secret professionnel s'applique ici. Qu'est-ce que c'est? Je sortis le billet de loterie et le fis glisser sur la table. Marc le fixa, puis me regarda, puis regarda à nouveau le billet. Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? J'ai gagné l'euro-million ce matin. 90 millions d'euros. Putain. Souffla Marc. Nathan, tu comprends ce que ça signifie? Ça signifie que si je ne demande pas le divorce avant de réclamer ce billet, Olivia en aura la moitié. Ça signifie plus que ça, dit Marc, ses instincts de détective prenant le dessus. Ça signifie que tu as un moyen de pression. Ça signifie que tu peux disparaître si tu en as besoin. Ça signifie que l'avenir d'Emma est assuré quoi qu'il arrive. Mais ouais, ça signifie aussi que tu dois bouger vite. À quelle vitesse? Tu as une période limitée pour réclamer un prix de loterie. Mais au moment où tu le réclames, même si tu peux demander l'anonymat à la FDJ, ça devient juridiquement un bien commun. Tout se saura lors de la liquidation du régime matrimonial, y compris pour Olivia. Je sentis ma poitrine se serrer. Donc, je dois choisir. Réclamer l'argent et risquer qu'elle le découvre avant que le divorce ne soit définitif, ou attendre après le divorce, mais risquer que le billet expire ou qu'il lui arrive quelque chose. Il y a une troisième option, dit Marc prudemment. Tu pourrais mettre en place un montage juridique, peut-être une fiducie, pour préparer la réclamation et gagner du temps. Ce n'est pas infaillible, mais ça te donne un délai. Et pendant ce temps, nous accélérons le divorce. À quelle vitesse pouvons-nous divorcer? Avec des preuves aussi solides, si nous pouvons prouver qu'elle a voyagé avec Damien en utilisant des fonds communs, qu'elle a une liaison sur son lieu de travail, et si elle ne se bat pas, nous pourrions avoir une convention de divorce par consentement mutuel signée en 1 mois. Divorce complet enregistré en 3 à 4 mois. Et le billet de loterie, tu attends. Tu le caches dans un endroit sûr. Tu n'en parles à personne d'autre et tu attends que le divorce soit définitif. Ensuite, tu le réclames et tu disparais. Tu prends Emma et tu commences une nouvelle vie ailleurs si tu veux. Cela semblait presque trop simple, mais mon esprit s'emballait déjà avec les possibilités. Une nouvelle vie, un nouveau départ. Emma grandissant sans la toxicité de parents qui se détruisaient mutuellement. Aide-moi, dis-je à Marc. Aide-moi à bien faire les choses. C'est pour ça que je suis là, frérot. C'est pour ça que je suis là. Olivia rentra à 19h ce soir-là, son visage soigneusement composé en une expression d'inquiétude. Elle me trouva dans le salon, Emma endormie sur mes genoux alors que je fixais la télévision sans vraiment la voir. Nathan, dit-elle doucement en posant sa mallette. On peut parler? Emma dort. Baisse la voix. Elle s'assit sur le fauteuil en face de moi, et je l'étudiais avec un regard nouveau. Elle avait refait son maquillage, changé de vêtements, probablement répété ses excuses dans la voiture sur le chemin du retour. Elle avait l'air parfaite, polie, chaque centimètre criant la cadre à succès, et complètement fausse. Je suis tellement désolé, commença Olivia. Ce que tu as vu aujourd'hui, c'était une erreur. Une terrible erreur que je fais depuis un moment maintenant, mais ça s'arrête aujourd'hui. Depuis combien de temps? Demandai-je, même si je le savais déjà. Est-ce que ça compte? Ça compte pour moi. Elle soupira. Quelques mois, peut-être 6. Nathan, je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est juste arrivé. Damien et moi travaillons en étroite collaboration. Nous avons cette connexion et ça a juste échappé à tout contrôle. C'est juste arrivé, répétai-je. Comme commander le mauvais café par accident. Oups. J'ai accidentellement eu une liaison avec mon patron pendant 6 mois. Ne sois pas cruel, dit Olivia. Je sais que j'ai merdé, mais on peut s'en sortir. Des couples survivent à l'infidélité tout le temps. On peut aller voir un conseiller,
reconstruire la confiance. Je regardais ma femme, cette femme avec qui j'avais passé 6 ans à construire une vie, et je ne ressentis rien d'autre qu'un froid calcul. Elle voulait que je lui pardonne pour pouvoir garder sa vie confortable tout en continuant à voir Damien en parallèle. Elle pensait que j'étais utile, gérable, contrôlable. Tu as raison, dis-je lentement. Nous devrions essayer une thérapie. Pour le bien d'Emma, nous devrions au moins essayer. Le soulagement inonda le visage d'Olivia. Vraiment, Nathan? Merci. Je promets que je vais mettre fin aux choses avec Damien. C'est fini. C'est avec toi que je veux être. Menteuse. Le mot hurlait dans ma tête, mais je gardais un visage neutre. Nous avons besoin de règles de base pendant que nous travaillons là-dessus. Bien sûr, n'importe quoi. Premièrement, tu dois être transparente avec moi. Téléphone, email, tout. Si nous reconstruisons la confiance, je dois pouvoir vérifier que tu es honnête. Olivia hésita juste une seconde, et je sus qu'elle n'avait aucune intention de le faire réellement. D'accord, c'est juste. Deuxièmement, plus de soirées tardives au bureau à moins que je vérifie que c'est réellement du travail. Plus de voyages d'affaires à moins que je puisse les confirmer avec ton assistante. Nathan, ça va rendre mon travail difficile. Ton travail? Dis-je, laissant transparaître une réelle colère. Olivia, ton travail est l'endroit où tu m'as trompé. Ton travail est le problème. Alors, soit tu fais des aménagements, soit on ne répare pas ça. D'accord, dit-elle sèchement. Je travaillerai davantage à la maison. Troisièmement, poursuivis-je, nous devons séparer nos finances, juste temporairement, pendant que nous travaillons là-dessus. Je pense que c'est plus sain si nous avons une certaine indépendance financière pendant la thérapie. Là, Olivia eut l'air véritablement inquiète. Pourquoi aurions-nous besoin de faire ça? Parce que j'ai besoin de savoir que tu t'engages à travailler sur nous, pas juste à rester pour la sécurité financière. De plus, cela me fera me sentir mieux de savoir que j'ai un certain contrôle sur mon propre argent pendant que nous traversons cette trahison. C'était un pari. Si Olivia acceptait trop facilement, cela signifiait qu'elle prévoyait déjà de partir une fois sa position assurée avec Damien. Si elle se battait, cela signifiait qu'elle avait besoin d'accéder au bien commun. Elle se battit. Nathan, cela semble extrême. Nous avons toujours tout partagé. C'est ça le mariage. Et avoir une liaison avec ton patron? C'est quoi ça? Son visage rougit. Ce n'est pas juste. Rien dans tout ça n'est juste, Olivia. Mais c'est ce dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité pour avancer. Alors soit tu acceptes, soit on saute la thérapie et on va directement voir les avocats. La menace plana dans l'air entre nous. Finalement, Olivia hocha la tête. D'accord. Si c'est ce dont tu as besoin, nous séparerons les finances temporairement, juste le temps de la thérapie. Je mettrai ça en place demain. Je vais coucher Emma maintenant, dis-je. Je portais notre fille endormie à l'étage, loin de la femme qui nous avait trahis tous les deux, et essayais de ne pas penser à quel point c'était bon de mentir à Olivia de la même manière qu'elle m'avait menti. Le lendemain matin, pendant qu'Olivia était au travail, je rencontrai Marc et une avocate qu'il m'avait recommandée, maître Patricia Brunet, qui se spécialisait dans les divorces à gros enjeux financiers et avait la réputation d'être absolument impitoyable. Laissez-moi m'assurer que je comprends bien, dit Patricia en examinant les preuves compilées par Marc. Votre femme a une liaison avec son patron depuis 8 mois. Elle a utilisé des fonds communs pour voyager avec lui. Elle a mené cette liaison sur son lieu de travail, ce qui crée une responsabilité pour l'entreprise. Et vous avez une documentation complète de tout cela. Oui, confirmai-je. Et vous êtes assis sur un billet d'euro-million de 90 millions d'euros dont elle ignore l'existence. Aussi, oui. Patricia sourit. Ce n'était pas un sourire plaisant. Monsieur Perrier, c'est l'affaire la plus facile que j'ai traitée depuis des années. Nous allons la détruire. Je ne veux pas la détruire, dis-je. Je veux juste protéger Emma et m'assurer qu'on ne profite pas de moi. C'est la même chose, dit Patricia. Maintenant, voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous demandons le divorce pour faute, sur la base de l'adultère. La France permet le divorce par consentement mutuel, mais la faute compte toujours pour le partage du patrimoine et la garde. Deuxièmement,
nous demandons la résidence principale d'Emma en nous basant sur le schéma documenté d'Olivia donnant la priorité à sa liaison sur sa famille. Troisièmement, nous demandons le gel de tous les actifs conjoints. Quatrièmement, nous demandons les relevés professionnels de Damien Hamon pour prouver que la liaison a eu lieu sur le temps de travail. Est-ce que ça ne va pas faire virer Olivia? Demandai-je. Probablement. Coucher avec son patron est généralement mal vu, surtout quand cela implique des ressources de l'entreprise. Mais c'est son problème, pas le vôtre. Cinquièmement, et c'est crucial, nous nous assurons que le divorce soit finalisé avant que vous ne réclamiez ce billet de loterie. Une fois le divorce prononcé et la communauté liquidée, cet argent est à vous seul. Combien de temps? Avec des preuves aussi solides, et si Olivia ne conteste rien, nous pouvons avoir un accord de séparation en 30 jours et un divorce définitif enregistré par notaire en 90 jours. Si elle se bat devant le juge, cela pourrait prendre 6 mois ou plus. Elle se battra, dis-je. Une fois qu'elle réalisera qu'elle perd, elle se battra. Alors nous rendrons le coût de la bataille plus élevé que le coût d'accepter nos conditions, dit Patricia. Nous menaçons d'exposer Damien publiquement, de poursuivre l'entreprise, de rendre cela s'il est que la réputation et la carrière d'Olivia seront complètement détruites. Ensuite, nous lui offrons un règlement qui semble généreux mais qui est en fait minimal. Elle le prend, nous finalisons rapidement, et vous passez à autre chose avec votre fille et votre fortune. C'était froid, calculateur, et exactement ce dont j'avais besoin. Faites-le, dis-je. Le mois suivant fut le plus étrange de ma vie. Le jour, je jouais le rôle du mari indulgent, allant aux séances de thérapie conjugale avec Olivia, où elle jouait le remords et moi le pardon. La nuit, je rencontrais Marc et Patricia, construisant notre dossier, documentant chaque mensonge, chaque soirée tardive qu'Olivia prétendait être du travail mais qui était en fait Damien. Elle pensait qu'elle me gérait, me gardant confortable pendant qu'elle planifiait son prochain coup. Elle n'avait aucune idée que j'avais 3 coups d'avance. Les séances de thérapie étaient particulièrement surréalistes. Notre thérapeute, le docteur Reynaud, était une femme gentille qui voulait vraiment aider les couples à guérir. Elle ne se doutait pas qu'elle servait de couverture à ma stratégie de sortie. Nathan, comment vous sentez-vous par rapport au progrès que vous avez fait tous les deux? Demanda le docteur Reynaud lors de notre 3e séance. Je jetai un coup d'œil à Olivia, qui était assise près de moi, sa main sur mon genou dans une démonstration d'unité. Je pense que nous faisons des progrès. Olivia a été plus ouverte, plus présente. J'apprécie l'effort qu'elle fournit. Olivia pressa mon genou. Je veux que ça marche. J'ai fait une horrible erreur, mais Nathan est le père de mon enfant. Il est mon partenaire. Je ne veux pas perdre ça. Encore des mensonges. Ce matin-là, Marc m'avait envoyé des captures d'écran de SMS entre Olivia et Damien datant de la veille au soir. Ils se voyaient toujours, ils étaient juste plus prudents. Ils se retrouvaient dans un hôtel à l'autre bout de Lyon, utilisant des téléphones prépayés, pensant être malins. Ils n'étaient pas malins, ils étaient prévisibles. Après la séance de thérapie, Olivia m'embrassa sur la joue et dit qu'elle devait retourner au bureau pour quelques heures. Réunion client importante, expliqua-t-elle. Mais je serai à la maison pour le dîner. Je le promets. Je ferai le plat préféré d'Emma, dis-je. Spaghettis et boulettes de viande. Elle souriait, pendant un instant, je vis une lueur de ce qui aurait pu être une véritable affection ou peut-être de la culpabilité. Difficile de faire la différence désormais. Tu es un homme bon, Nathan, dit-elle. Je ne te mérite pas. La seule chose vraie qu'elle avait dite depuis des semaines. Après son départ, je conduisis jusqu'au cabinet de Patricia où Marc attendait avec les preuves finales compilées. Nous sommes prêts, annonça Patricia. 300 pages de documentation, email, SMS, relevés de cartes bancaires, factures d'hôtel, témoignages de Stéphanie confirmant la liaison, et la pièce maîtresse. Elle lança une vidéo sur son ordinateur portable, les images de vidéosurveillance du parking de la Tour Incity, la montrant et les Damien s'embrassant à côté de sa voiture, ses mains à lui dans des endroits qui ne laissaient aucune place à l'interprétation. Horodaté, clair comme de l'eau de roche, absolument accablant. Où as-tu eu ça? Demandai-je. Marc sourit. La société de sécurité qui surveille le bâtiment me doit une faveur. Il s'avère que Damien a été négligent. Il y a des dizaines de vidéos comme celle-ci remontant à des mois. Est-ce légal d'utiliser ça au tribunal?
Espace semi-public. Aucune attente de vie privée, dit Patricia. C'est admissible et c'est dévastateur. Aucun juge aux affaires familiales ne regardera ça et ne donnera à Olivia quoi que ce soit proche d'une garde alternée classique. Je fixai la vidéo de ma femme trahissant notre famille en haute définition et ne ressentis rien d'autre qu'une froide satisfaction. Déposez la requête, dis-je. Demain, je veux qu'elle soit signifiée par huissier au travail. Patricia haussa un sourcil. Au travail? C'est audacieux. Ce sera humiliant. Elle m'a humilié dans ce bureau. C'est de bonne guerre. Le lendemain, un huissier de justice entra chez Brunet Solutions Numériques à 14 h, en plein milieu de l'open space où tout le monde pouvait voir, et remit les papiers du divorce à Olivia. Je le sais parce que Marc avait quelqu'un pour l'enregistrer. Le visage d'Olivia passa de la confusion au choc, puis à la rage pure en l'espace de quelques secondes. Elle essaya de garder son sang-froid, essaya de prendre les papiers calmement, mais ses mains tremblaient. Tout le monde dans le bureau regardait, y compris Damien, qui se tenait dans l'encadrement de la porte de son bureau, le visage pâle. Elle m'appela immédiatement. Je laissai tomber sur la messagerie. Elle appela cette autre fois. Je les ignorais tous. Finalement, elle envoya un SMS. « Qu'est-ce que tu fous? On est en thérapie. On travaille sur les choses. » Je répondis simplement, « Je sais pour Damien. Je sais tout. Tu devrais lire les papiers attentivement, surtout la partie sur les images du parking. » 3 points apparurent, disparurent, apparurent à nouveau. Puis plus rien. Ce soir-là, Olivia rentra à la maison comme un ouragan. Elle claqua la porte, jeta sa mallette contre le mur et me trouva dans la cuisine en train de préparer le dîner pour Emma. « Espèce de salaud !» siffla-t-elle, gardant la voix assez basse pour qu'Emma n'entende pas depuis la salle de jeu. « Tu as planifié ça depuis le début ? » « Oui, dis-je calmement en remuant la sauce pour les pâtes. Pendant que tu mentais en thérapie, je montais un dossier. Pendant que tu couchais encore avec Damien, je le documentais. Tu m'as pris pour un idiot, Olivia. Je t'ai juste rendu l'appareil. Ces images sont illégales. Mon avocat les fera rejeter. Ton avocat va te dire la même chose que la mienne m'a dit. C'est admissible. C'est dévastateur. Et combiné avec tout ce que nous avons d'autre, tu vas perdre. La résidence principale, la plupart des actifs, ta réputation, tout. Son visage se décomposa. De vraies larmes cette fois. Pas celles fabriquées de la thérapie. Nathan, s'il te plaît, pense à Emma. Elle a besoin de sa mère. Elle a besoin d'une mère qui l'a fait passer en premier. Tu as été trop occupé avec Damien pour faire ça. Ce n'est pas juste. J'aime Emma. Alors tu aurais dû penser à elle avant de passer 8 mois à trahir son père. Olivia s'effondra sur une chaise, pleurant pour de vrai maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il faudra pour que ça disparaisse? Et voilà. La négociation vers laquelle elle tendait depuis le moment où elle avait reçu l'acte d'huissier. Elle pensait pouvoir acheter sa sortie, conclure un accord, sauver quelque chose du naufrage. Je veux la résidence principale d'Emma. Tu auras un droit de visite et d'hébergement surveillé jusqu'à ce que tu prouves que tu peux être stable. Je veux la maison. Tu peux avoir ta voiture et tes affaires personnelles. Nous partageons les plans d'épargne en fonction de ce que nous avons chacun contribué. Et je veux que tu signes un accord stipulant que tu ne contesteras jamais rien de tout ça. C'est tout, chuchota T.L. Tu prends tout. Non, dis-je. Je prends ce à quoi j'ai droit. Tu as tout pris quand tu as décidé que Damien était plus important que notre famille. Je ne peux pas me permettre un avocat pour contester ça. Alors ne conteste pas. Signe l'accord que Patricia t'a envoyé. Rends ça facile pour nous deux. Pour Emma. Elle leva les yeux vers moi, les yeux cernés de rouge. Est-ce que tu m'as jamais aimé? La question me prit au dépourvu. Oui, je t'aimais complètement. J'aurais tout fait pour toi. Mais tu as tout gâché. Je suis désolé, dit-elle. Je sais que tu ne me crois pas, mais je suis vraiment désolé. Je crois que tu es désolé de t'être fait prendre, dis-je. C'est différent. Nous restâmes là dans ma cuisine, la sauce pour les pâtes bouillonnant sur la plaque de cuisson, notre fille jouant avec des cubes dans la pièce d'à côté,
et le mariage que nous avions construit se transformant en cendres entre nous. Je signerai, dit finalement Olivia. Mais je veux une chose. Je veux le dire à Emma moi-même. Je ne veux pas qu'elle l'apprenne par des avocats ou des juges. C'était une petite demande et probablement la bonne chose à faire. D'accord, mais je serai là quand tu lui diras et tu resteras simple, adapté à son âge. Elle hocha la tête en s'essuyant les yeux. Qu'est-ce qui arrive à Damien? C'est entre lui et sa femme. Bien que j'imagine que lorsque le conseil d'administration verra les preuves de sa liaison avec une subordonnée utilisant les ressources de l'entreprise, sa carrière est probablement finie. Tu nous détruis tous les deux. Non, corrigez-je. Vous vous êtes détruit vous-même. Je m'assure juste que la vérité éclate. Le divorce fut finalisé 87 jours après qu'Olivia eut reçu les papiers. Elle signa tout sans contester, probablement parce que son avocat lui avait dit qu'elle perdrait encore plus si elle se battait. Damien Hamon fut viré de Brunet Solutions Numériques 3 semaines après le début du processus, après que le conseil d'administration de l'entreprise eut examiné les preuves que nous avions fournies. Sa femme demanda le divorce 2 jours après cela. Olivia emménagea dans un appartement d'une chambre à Villeurbanne. Elle avait Emma un week-end sur 2 et une soirée par semaine, en présence d'un tiers médiateur pendant les 3 premiers mois. Cela la tuait. Je pouvais le voir à chaque fois qu'elle déposait Emma, mais elle avait fait ses choix. J'attendis que le divorce soit complètement définitif, tous les papiers signés chez le notaire, tous les biens partagés avant de faire quoi que ce soit concernant le billet de loterie. Au 91e jour de ma nouvelle vie, j'entrai au siège de la Française des Jeux avec Marc, Patricia et une équipe de conseillers financiers qu'ils avaient réunis. Je réclamais mes 90 millions d'euros par le biais d'un montage qui gardait mon nom principalement hors de la vue du public. Principalement, car la nouvelle finit toujours par se savoir. En 2 semaines, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés, des opportunités d'investissement qui semblaient trop belles pour être vraies et des journalistes voulant interviewer l'homme qui avait gagné à l'euro-million pendant un divorce. Je les ignorais tous. Olivia l'a pris par les informations. Elle m'appela, la voix tremblante d'une rage à peine contenue. « Tu as gagné à la loterie quand ?»« Le jour où je t'ai surpris avec Damien, dis-je simplement. Le jour où notre mariage a pris fin. » « Et tu ne me l'as pas dit ?»« Nathan, c'est un bien commun. J'ai droit à la moitié. »« Non, en fait, tu n'y as pas droit. Je l'ai gagné le jour où j'ai découvert ta liaison. J'ai demandé le divorce dans les 30 jours. Et surtout, le divorce a été finalisé et la communauté liquidée avant que je ne le réclame. Mes avocats s'en sont bien assurés. » Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. « Alors tu as planifié ça. Tu savais pour l'argent tout ce temps, et tu m'as laissé signer ces papiers. J'ai protégé mes actifs et ma fille. La même chose que tu essayais de faire avec Damien, sauf que j'ai été plus intelligent à ce sujet. Je pourrais te poursuivre. Je pourrais t'emmener au tribunal. Tu pourrais essayer, dis-je. Mais tu as signé un accord pour ne pas contester le règlement du divorce. Tu serais en rupture de contrat. De plus, mes avocats sont bien meilleurs que les tiens. Tu perdrais et cela te coûterait tout ce qu'il te reste. Un autre long silence. J'espère que tu es heureux avec ton argent, Nathan. J'espère qu'il te tient chaud la nuit. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je. Ça ne l'a jamais été. C'était pour protéger Emma et s'assurer qu'elle grandisse en sachant que son père s'est battu pour elle. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. 3 mois plus tard, Emma et moi avons emménagé dans une belle maison à Annecy, près de Marc et de sa nouvelle petite amie. La maison avait 5 chambres, un immense jardin avec une balançoire et assez d'espace pour qu'Emma grandisse en sécurité et heureuse. J'ai quitté mon emploi de comptable et lancé une association qui aidait les familles traversant des divorces difficiles, en particulier les pères se battant pour la garde. J'ai utilisé mon histoire, éditée pour supprimer le gain à la loterie, pour montrer que les hommes pouvaient protéger leurs enfants et reconstruire leur vie après une trahison. Emma s'est adaptée mieux que je ne l'avais espéré. Elle voyait sa mère régulièrement et Olivia, à son crédit, travaillait dur pour être présente pendant leur temps ensemble. Elle a suivi une thérapie, a remis de l'ordre dans sa vie et a lentement prouvé qu'elle pouvait être une bonne mère, même si elle avait été une épouse terrible. Damien Hamon n'a pas eu autant de chance. Sa carrière ne s'est jamais remise. Aux dernières nouvelles, il gérait une petite agence de marketing à Limoges, divorcé,
payant une pension alimentaire massive à son ex-femme, sa réputation dans l'industrie complètement détruite. Parfois, je repense à ce jour, debout dans le bureau d'Olivia avec Emma dans mes bras et un billet de loterie dans ma poche. À quel point les choses auraient pu tourner différemment si j'avais réagi émotionnellement au lieu de stratégiquement. Si j'avais confronté Olivia immédiatement au lieu de jouer le long terme. Si j'avais laissé la colère guider mes décisions au lieu d'une planification minutieuse. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté calme. J'ai rassemblé des preuves. J'ai protégé ce qui comptait, ma fille et mon avenir. Et à la fin, je n'ai pas seulement survécu à la trahison de ma femme. J'ai gagné. Le billet de loterie a été le catalyseur, bien sûr, mais le vrai prix n'était pas les 90 millions d'euros. C'était de découvrir que j'avais la force de m'éloigner de quelqu'un qui ne me valorisait pas. C'était d'apprendre que parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est juste de bien vivre et de protéger les personnes qui méritent d'être protégées. Emma a 7 ans maintenant. Elle ne se souvient pas de grand-chose de ce jour dans le bureau de sa mère, ce qui est probablement mieux ainsi. Ce dont elle se souvient, c'est que son papa s'est battu pour elle. Que lorsque tout s'effondrait, je l'ai gardé en sécurité. Et ça vaut plus que n'importe quel jackpot de loterie. Il y a 6 mois, je suis tombé sur Damien dans un café. Il était seul, paraissait plus vieux que son âge, fatigué. Il m'a vu et s'est figé, s'attendant probablement à une confrontation. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et je suis passé devant. Il ne valait plus mon énergie. Olivia non plus, vraiment. C'était des chapitres de ma vie qui s'étaient terminés, des leçons apprises sur la confiance et la trahison, et l'importance de se protéger. Ma vie est simple maintenant. Je me réveille tous les matins avec Emma sautant sur mon lit. Je fais du bénévolat à l'association 3 jours par semaine. J'ai recommencé à sortir avec quelqu'un. Rien de sérieux pour l'instant, mais je suis ouvert aux possibilités. Je voyage avec Emma pendant ses vacances scolaires. J'ai fait la paix avec mon passé et embrassé mon avenir. L'argent aide. Évidemment, je mentirais si je disais le contraire, mais ce n'est pas ce qui m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé, c'est de refuser d'être une victime. Ce qui m'a sauvé, c'est de choisir de me battre intelligemment au lieu de me battre avec colère. Ce qui m'a sauvé, c'est de comprendre que parfois l'univers vous donne exactement ce dont vous avez besoin, exactement au moment où vous en avez besoin, même si cela ne ressemble pas à un cadeau au premier abord. Ce billet de loterie dans ma poche pendant que je regardais mon mariage exploser ressemblait à une ironie cosmique. Mais avec le recul, le timing était parfait. Il m'a donné les ressources pour protéger ma fille et reconstruire ma vie. Il m'a donné la liberté de partir sans peur financière. Il m'a donné le pouvoir de dire non à quelqu'un qui voulait m'utiliser. Et surtout, il m'a appris que gagner ne consiste pas à avoir le plus d'argent ou la vengeance parfaite. Gagner, c'est connaître sa valeur, protéger ce qui compte et avoir le courage de s'éloigner des gens qui ne vous valorisent pas. J'ai gagné à la loterie 2 fois ce jour-là. Une fois sur papier avec des numéros sur un billet, et une fois dans la vie en découvrant de quoi j'étais vraiment fait quand tout s'effondrait. Emma m'appelle maintenant. Quelque chose à propos d'un projet scolaire sur les papillons qui nécessite une attention immédiate. Je ferme mon ordinateur portable et me dirige vers sa chambre, laissant l'histoire derrière moi, là où elle doit être, dans le passé. Parce que l'avenir est brillant, sans limite et entièrement à nous de construire. Et c'est le plus gros jackpot de tous. Si cette histoire a résonné en vous ou vous a fait penser différemment à la trahison, à la vengeance et à la rédemption, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous sur la façon dont vous géreriez une situation similaire. Planifieriez-vous stratégiquement comme je l'ai fait, ou réagiriez-vous émotionnellement? Et n'oubliez pas de vous abonner pour entendre plus d'histoires sur des gens ordinaires confrontés à des défis extraordinaires et qui en ressortent plus forts de l'autre côté. Merci d'avoir écouté mon histoire.